En 1983, David et Kathy Schwartz ont partagé une dernière étreinte devant leur cheval et buggy a disparu à jamais dans la campagne de Pennsylvanie. Que s'est-il passé pendant ces 3 années manquantes hantent les enquêteurs à ce jour. Pourquoi leur poussette retrouvée mutilée au-delà de toute reconnaissance, qu'ont découvert les autorités? Ils ne l'ont jamais rendu public, et le plus inquiétant de tout, où est David et Katie? Maintenant, la réponse vous laissera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette communauté amish. Tranquille, prenez une seconde avant de commencer, ou regardez-vous. En le laissant tomber dans les commentaires, c'est incroyable de voir comment ces oubliés les histoires nous relient tous. David Schwartz avait 24 ans lorsqu'il a rencontré Katie Miller Aune-Grange, construite dans le comté de Lancaster. Elle avait 19 ans, des yeux brillants et une douceur sourire qui a fait bondir le cœur de David dans la communauté amish en trouvant votre vie. Le partenaire est sacré, David et Katie semblaient faits l'un pour l'autre, ils partageaient la même chose. Ils valorisent la même foi et le même rêve d'une vie simple ensemble. Leur cours suivait toutes les traditions amish-des, visites parfaitement dominicales, des promenades encadrées et de longues discussions sur leur future ferme. Tout le monde dans leur communauté s'attendait à ce qu'ils se marient et élèvent de nombreux enfants. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 15 septembre 1983, David attela son meilleur cheval au la poussette familiale. Katie est montée à côté de lui vêtue de sa plus belle robe bleue. Ils éteints se dirigent vers la sœur de Katie dans le canton voisin, ce qui aurait dû être un simple voyage de 2 heures est devenu le début du mystère le plus déroutant de Pennsylvanie. La mère de Katie, Sarah Miller, regardait depuis la fenêtre de la cuisine le jeune couple s'éloigner. Elle a dit plus tard à la police que c'était la dernière fois qu'elle a vu sa fille vivante. Le buggy a disparu sur le chemin de terre-roue, grinçant doucement dans le silence de l'après-midi. Le père de David avait vérifié le buggy ce matin-là. Les roues étaient solides, le harnais était solide et le cheval était calme et sain. Tout semblait parfait pour leur voyage, mais parfois parfait ne suffit pas. La communauté amish n'utilise pas de téléphone ni de voiture. Donc, quand Davidette Cathy n'est pas revenue avant le coucher du soleil, l'inquiétude a commencé à se répandre. La sœur de Katie a survécu à seulement 8 mètres. Même avec un cheval lent, ils auraient dû être à la maison par dark. Sarah Miller a arpenté le sol de sa cuisine toute la nuit en écoutant le bruit des roues de la poussette. Elle ne les a jamais entendus le matin. Toute la communauté savait que quelque chose n'allait vraiment pas. La recherche était sur le point de commencer. Commence dans le pays amish, quand quelqu'un ne rentre pas à la maison, toute la communauté se comporte comme une famille à l'aube du 16 septembre. Plus de 50 hommes étaient prêts à chercher. Ils connaissaient chaque route, chaque ferme et chaque raccourci entre les 2 cantons. Ce n'étaient pas des citadins qui, pour un David perdu, avaient parcouru cette route des dizaines de fois depuis son enfance. L'équipe de recherche s'est divisée en groupes. Certains ont pris la route principale, David et Katie auraient dû l'utiliser. D'autres ont vérifié les routes secondaires et chemins alternatifs. Chaque grange, chaque champ et chaque ruisseau ont été fouillés avec soin. Les Amish ont un dicton. Un cheval connaît le chemin de la maison. Mais le cheval de David n'a jamais. Je suis revenu alors que le soleil montait plus haut, la recherche devenait plus désespérée. Je n'ai rien trouvé, pas de traces, pas de pièces de buggy cassées, aucun signe du cheval. C'était comme si David, Katie et leur buggy avaient tout simplement disparu dans les airs, mais les gens ne le font pas. Disparaissent-ils simplement, ou le département du shérif du comté de Lancaster a-t-il reçu l'appel? À 15 le 16 septembre, les cas de personnes disparues impliquant les Amish ont été rares mais pas inouïs. Le shérif Tom Bradley avait travaillé avec les Amish communautés depuis plus de 20 ans. Il savait qu'ils ne paniquaient pas facilement s'ils demandaient pour obtenir de l'aide. Quelque chose n'allait vraiment pas lorsque le shérif Bradley est arrivé à la ferme Miller, a trouvé une communauté dans un désespoir silencieux. Les Amish ne se montrent pas l'émotion comme le font les étrangers, mais ils pouvaient voir la peur dans leurs yeux. Sarah Miller était assise dans sa cuisine, les mains jointes, regardant la fenêtre où elle avait vu sa fille pour la dernière fois. Elle lui parla doucement, le shérif décrivant chaque détail de ce dernier au revoir que le shérif a fait note, mais son cœur se serrait déjà dans des cas comme celui-ci,
Les premières 24 heures, c'était critique. Ils avaient déjà dépassé ce délai. La véritable enquête était sur le point de commencer, et cela révélerait des secrets que personne n'attendait. Le shérif Bradley a appelé tous les adjoints disponibles, et bénévoles, la zone de recherche est passée de 8 miles à 30 miles, dans toutes les directions peut-être. David et Katie avaient pris un mauvais virage, peut-être que leur cheval avait été effrayé et avait quitté la route principale, peut-être qu'ils étaient blessés quelque part en attendant de l'aide. Les volontaires comprenaient des agriculteurs locaux, des chasseurs, et tous ceux qui connaissaient l'île ont fouillé, la campagne à pied, à cheval, et dans des camionnettes, des hélicoptères de la police d'État, ont rejoint les recherches le 3e jour. La communauté Amish a fourni de la nourriture et de l'eau. Pour tous, les chercheurs étaient reconnaissants de l'aide, même s'ils n'impliquaient généralement pas des personnes extérieures dans leurs problèmes. Les stations de radio de Pennsylvanie ont diffusé des descriptions du couple disparu. David était grand et mince, avec des cheveux bruns, cheveux et une barbe. Katie était petite avec des cheveux blonds, toujours couverts par sa prière. Leur buggy était noir avec des réflecteurs. Quelqu'un, quelque part, doit avoir, je les ai vus. Mais les jours passaient sans nouvelles. Le mystère ne faisait que commencer. Au 5e jour de la recherche, un agriculteur nommé Joe Patterson a fait une découverte étrange. J'ai trouvé un morceau de bois peint en noir coincé dans un poteau de clôture à environ 15 miles de l'endroit où David et Katie avaient été vus pour la dernière foison, aurait dit que cela pouvait provenir d'un buggy, mais c'était dans la mauvaise direction par rapport à leur itinéraire prévu. Pourquoi l'aurait-il fait? Parti de cette façon, le shérif Bradley a mis le bois dans un sac comme preuve que le laboratoire le testerait plus tard, mais il faudrait des semaines avant que les résultats ne reviennent, tandis que d'autres d'étranges indices ont commencé à apparaître. Une empreinte de sabot de cheval a été trouvée dans la boue, près d'un ruisseau, mais il était seul où était le buggy, où étaient les 3 autres empreintes de sabot. Un morceau déchiré de tissu bleu a été découvert. Accroché à une branche d'arbre, il correspondait à couleur de la robe de Katie, mais le tissu était à 7 miles de la pièce. Emboîle indice était dispersé dans toutes les directions comme les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtait pas après 2 semaines de recherche là. Communauté Amish a organisé un service de prière pour David et Katie. Ils ne l'ont pas fait abandonner l'espoir, mais ils avaient besoin de demander à Dieu de leur donner de la force. Le service a eu lieu dans l'Ela même grange où David et Katie s'étaient rencontrés pour la première fois. Plus de 200 personnes étaient présentes, remplissant chaque coin de prière silencieuse et d'hymnes. Les Amish croient que tout arrive. Pour une raison, même quand cette raison est impossible à comprendre, mais que la foi ne fait pas, là la douleur disparaît. La mère de Katie est devenue maigre et pâle, mangeant ou dormant à peine. Le père de David a arrêté de sourire, ce que les voisins n'avaient jamais vu auparavant. Le jeune couple avait prévu de se marier en novembre. Katie avait déjà commencé à confectionner sa robe de mariée. Elle était accrochée dans sa placard de chambre un rappel de rêve qui pourrait ne jamais se réaliser. La communauté a pris prendre soin des 2 familles en leur apportant de la nourriture et en les aidant dans les tâches quotidiennes qu'ils ne voulaient parce que le chagrin détruise ce qui restait, mais les questions hantaient les pensées de chacun. La nouvelle de la disparition du couple a commencé à affluer au bureau du shérif. Un camionneur a affirmé avoir vu un buggy Amish sur l'autoroute 30, la nuit de leur disparition, une propriétaire. De station-service pensait avoir vu une jeune femme Amish acheter des provisions à 3 comtés de là. Chaque pourboire devait être enquêté, même si la plupart n'ont mené nulle part. Shérif Bradley et ses adjoints Hill ont parcouru des centaines de kilomètres à la poursuite de fausses pistes et ont interrogé des dizaines de personnes qui pensaient avoir vu David et Katie. Une femme était certaine de les avoir vus à une gare routière de Philadelphie. Une autre ont affirmé qu'ils vivaient dans une ferme dans l'Ohio. Chaque fausse piste a suscité des espoirs. Les écraser à nouveau? La partie la plus difficile a été de dire aux familles que la dernière information n'avait pas fonctionné. Sarah Miller-Leves, les yeux avec espoir à chaque fois que le shérif arrivait, puis son visage s'assombrirait lorsqu'elle verrait son expression.
Les vrais indices s'étaient toujours là quelque part, attendant d'être découverts, mais alors que 1983 tournait 1984, l'hiver a recouvert le comté de Lancaster de neige et les recherches ont dû être interrompues jusqu'à ce que la neige printanière recouvre tous les indices restants qui auraient pu être manqués. Les familles Amish ont continué leur routine, quotidienne, mais le couple disparu n'était jamais loin de leurs pensées. La pièce est restée exactement comme elle l'avait laissée. Sa mère s'asseyait parfois là, tenant le livre de prière de sa fille, et se demandant si elle la reverrait. Un jour, le père de David a gardé les outils de son fils nettoyés et prêt en espérant que David reviendrait pour les utiliser. Les mois d'hiver ont été les plus difficiles sans activité. Les familles en recherche ont eu trop de temps pour réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Certaines personnes pensaient que David et Katie avaient de s'enfuir ensemble pour commencer une nouvelle vie en dehors de la communauté Amish. D'autres craignirent que quelque chose de bien pire ne se soit produit. La vérité se cachait sous la neige en attendant que le printemps révèle ses secrets sept quand cela se produisit. La découverte choqua tout le monde lorsque la neige fondit en mars 1984. Les recherches ont repris avec de nouveaux volontaires énergétiques qui avaient aidé les précédents. L'automne est revenu à la recherche d'indices indiquant que l'hiver aurait pu préserver la police d'État de Pennsylvanie, qui a été chargée d'un nouveau détective de l'affaire détective Maria Santos, avait résolu plusieurs cas de personnes disparues dans son carrière. Elle a apporté un regard neuf et de nouvelles idées à l'enquête du détective Santos a passé des heures à interviewer tous ceux qui avaient été impliqués dans le projet original. Recherche. Elle a créé des cartes détaillées montrant où chaque indice avait été trouvé, des éléments de preuve dispersés, formaient un motif étrange à travers la campagne. Ça ne semblait plus aléatoire. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément placer des indices pour embrouiller l'enquête, mais ce qui ferait une telle chose, et pourquoi le détective avait une théorie, mais elle avait besoin plus de preuves pour le prouver. La percée viendrait d'une source inattendue, dans un endroit que personne n'avait pensé pour regarder. Le 15 avril 1984, un groupe d'adolescents locaux explorait des grottes près de la rivière Susquehanna. N'était pas censé être là. Les grottes étaient dangereuses et les parents avaient averti les enfants de rester à l'écart, mais les adolescents n'écoutaient pas toujours les avertissements. Tommy Richardson et ses amis utilisaient des lampes de poche pour explorer les parties les plus profondes du système de grottes. Ils recherchaient des chauves-souris et des formations rocheuses intéressantes qu'ils ont trouvées à la place, à tout changer dans un passage étroit à environ 50 ft sous terre. Le faisceau de la lampe de poche de Tommy a attrapé quelque chose qui ne lui appartenait pas, qui était un morceau de harnais. En cuir du genre utilisé sur les poussettes Amish, il était vieux et sale. Mais ça venait certainement du harnais d'un cheval. Tommy attrapa le cuir et courut en arrière pour dire à son ami. Ils ont immédiatement compris ce que cela pouvait signifier. La poussette du couple disparu avait utilisé un harnais en cuir exactement comme celui-ci. Mais comment est-ce que cela a pu arriver si profondément sous terre que la réponse conduirait à la première avancée majeure dans l'affaire? Le détective Santos s'est repoussé dans le système de grottes avec une équipe de spéléologues expérimentés. Les grottes étaient des plus étendues que quiconque n'avait imaginé. Certains passages s'étendaient sur des kilomètres sous terre et se connectaient à d'autres systèmes de grottes. Dans toute la région, le morceau de harnais que Tommy avait trouvé n'était que le début. Alors qu'ils exploraient plus en profondeur, découvert d'autres morceaux de bois qui semblaient provenir d'un buggy de ce morceau de tissu qui correspondait à la robe de Katie. Le plus dérangeant de tout ce qu'ils ont trouvé d'os de chevaux dispersés dans une grande chambre. Les os étaient vieux mais pas anciens. Ils auraient pu être là depuis des mois et non des années. Le détective Santos a soigneusement rassemblé chaque morceau de preuve que le système de grotte était comme une boîte à énigmes géante, cachant des secrets dans son passage sombre. Mais la question la plus importante restait sans réponse. Comment s'était-il passé? David, Katie et leur buggy se sont retrouvés dans ces chambres souterraines. La réponse nécessiterait de comprendre quelque chose. La plupart des gens ne connaissaient pas les grottes. Les historiens locaux ont révélé que le système de grotte avait été utilisé pendant des décennies par le gens qui voulaient cacher des choses pendant la Prohibition.
Les contrebandiers les avaient stockés, alcool illégal dans les grottes pendant le chemin de fer clandestin, les esclaves en fuite avaient caché là pendant leur voyage vers le nord, vers la liberté, les grottes avaient des entrées Kila, plupart des gens ne savaient pas que certains s'ouvraient sur des ravins, d'autres étaient cachés, derrière des broussailles épaisses et des arbres. Le détective Santos s'est rendu compte que quelqu'un aurait pu forcer David et Cathy à entrer dans les grottes. Mais pourquoi et que l'heure est-il arrivée? Une fois sous terre, le détective a étudié de vieilles cartes du système de grottes qu'elle trouvait des références à des passages qui se connectaient à des zones où d'autres indices avaient été découverts parmi les preuves dispersées. Ce n'était pas un hasard après tout. C'était un sentier menant à travers les passages souterrains. Quelqu'un avait déplacé des objets à travers les grottes pour couvrir leurs traces. Mais il avait manqué quelques pièces. Ces pièces manquées étaient sur le point de résoudre le mystère. La détective Santos a étalé ses cartes sur la table de conférence du bureau du shérif des punaises rouges, indiquait où chaque élément de preuve avait été trouvé et des punaises bleues. Les entrées des grottes étaient marquées par des punaises vertes, là où des témoins avaient rapporté avoir vu activité suspecte lorsqu'elle a connecté les broches avec une ficelle. Un motif clair, la piste de preuve, a émergé de la route où David et Katie avaient disparu à travers le système de grottes et vers divers endroits à travers Troyes. Dans certains comtés, quelqu'un avait systématiquement déplacé des preuves à travers les passages souterrains. Mais ce n'était pas un crime aléatoire. Cela a été soigneusement planifié par quelqu'un qui connaissait intimement les grottes. Le détective a réalisé qu'elle cherchait un local personne, quelqu'un qui avait grandi dans la région et connaissait des secrets que la plupart des gens ignoraient. L'enquête était sur le point de commencer, prendre une tournure dramatique. Le buggy avait été retrouvé mutilé au point d'être méconnaissable parce qu'il avait été délibérément détruit pour cacher la vérité. Le 3 mai 1986, il y a 3 ans après la disparition de David et Katie, un garde forestier a découvert leur buggy dans un ravin profond près de la rivière Susquehanna, a été écrasé et tordu au point d'être méconnaissable. Le cadre en bois a été brisé en dizaines de morceaux. Les pièces métalliques étaient pliées et cassées. On aurait dit que le buggy était tombé d'une grande hauteur et avait heurté le fond rocheux de le ravin. Mais le détective Santos savait mieux que quiconque comment mener son enquête sur les grottes, avait révélé la vérité. Le buggy n'était pas tombé dans le ravin par accident, avait été poussé là délibérément après avoir été détruit ailleurs. La personne responsable avait utilisé la grotte système pour transporter les pièces, puis les jeter dans le ravin pour faire croire à un accident. Le buggy était mutilé au-delà de toute reconnaissance parce que quelqu'un voulait détruire les preuves de ce qui s'était réellement passé. Mais pourquoi aller à de telles longueurs extrêmes? Que cherchait-il à cacher? Le laboratoire criminel de la police d'État de Pennsylvanie a passé des semaines à examiner chaque morceau du buggy détruit. Ce qu'ils ont trouvé était choquant. Le bois n'avait pas endommagé par une chute, il avait été délibérément cassé. Avec des outils, probablement une hache ou une masse, les pièces métalliques ont montré des signes de pliage par des machines, pas de dommages dus à un impact, les plus révélateurs de tous. Ils ont trouvé des traces de sang sur plusieurs morceaux. Le sang était humain. Est-il était suffisamment vieux pour correspondre à la chronologie de la disparition de David et Katie, mais voici ce qui a fait Lael. Sang et froid. Le sang ne provient pas seulement d'une seule personne. Les tests en laboratoire ont montré qu'il provenait de 2 personnes différentes correspondant au groupe sanguin de David et Katie. Ceci n'était pas un accident ou un cas de personne fuyant pour commencer une nouvelle vie, c'était une preuve de violence. Cachée par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, l'enquête venait de se transformer en affaire de double meurtre. Le détective Santos avait établi un profil du tueur pendant des mois. La personne devait être une personne locale familière, avec le grotte et assez fort pour détruire un buggy et déplacer les pièces. Qu'ils avaient également être quelqu'un qui pourrait se rapprocher de David et Katie sans éveiller les soupçons. De la communauté amish soudée et prudent envers les étrangers en juillet 1986, une percée est venue d'une source inattendue. Un vieil homme amish,
nommé Samuel Yoder, s'est approché du détective Santos avec des informations qu'il avait eu peur de partager 3 ans plus tôt. Le jour même, David et Katie ont disparu. Samuel avait vu quelqu'un qu'il connaissait près des entrées de la grotte. La personne jouait regardant étrangement autour de lui, nerveusement et portant des outils auxquels Samuel n'avait pas pensé une grande partie de cela à l'époque, mais maintenant, il réalisait que cela pourrait être important que la personne que Samuel avait vue soit Marcus Webb Marcus, un bricoleur local qui avait travaillé pour de nombreuses familles amish, connaissait bien les grottes car il les avait explorées en tant qu'enfant. Marcus Webb avait 35 ans. En 1983, il vivait seul dans une petite maison près des grottes et gagnait sa vie en faisant des petits boulots pour des familles amish solides, fiables, et savait comment réparer presque tout. Le plus important étant les amish lui faisaient confiance. Il était l'un des rares étrangers qu'ils autorisaient à entrer dans leur communauté. Mais Marcus avait un secret qui personne ne savait, qu'il était lourdement endetté auprès de personnes dangereuses qui lui prêtaient de l'argent, taux d'intérêt élevé en septembre 1983, il devait plus de 50 000 $ à des requins solitaires qui menaçaient de lui faire du mal s'il ne payait pas. Marcus était désespéré, il avait besoin d'argent rapidement et il savait que les Amish gardaient souvent de grosses sommes d'argent liquide chez eux. Ils n'utilisaient pas les banques comme d'autres personnes. Le 15 septembre 1983. Marcus a vu David et Katie conduire leur buggy sur la route solitaire près des grottes. Un plan terrible a commencé à se former. Dans son île était sur le point de prendre la pire décision de sa vie. Marcus Webb le savait. La route que David et Katie parcouraient, ils savaient également qu'ils transporteraient de l'argent pour payer les fournitures qu'ils avaient prévues pour acheter. Il s'est positionné à un endroit où la route courbait près de la grotte entrée quand le buggy est apparu. Marcus est entré sur la route et leur a fait signe de descendre. David et Katie l'ont reconnu, ils avaient immédiatement réparé la pompe. À haut de leur famille, juste le mois précédent, il lui faisait entièrement confiance, leur a dit Marcus son camion était tombé en panne et il a demandé s'il pouvait l'aider à déplacer des outils de la grotte où il travaillait. David et Katie étaient des gens gentils qui aidaient toujours leurs voisins. Ils suivirent Marcus jusqu'à l'entrée de la grotte menant leur cheval et leur buggy une fois qu'ils furent à l'intérieur de la grotte. Le désespoir de Marcus prit-il à exiger de l'argent sous la menace d'une arme. David a essayé de protéger Katie, mais Marcus était plus fort et armé. Ce qui s'est passé ensuite dans ces grottes sombres hanterait l'enquête pendant des années à venir. Le détective Santos a reconstitué les événements à partir de preuves trouvées dans les grottes et des aveux ultérieurs de Marcus Webb. Quand David a essayé de protéger Katie, Marcus a paniqué et lui a tiré dessus. Katie a crié. Et Marcus s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la laisser partir vivante pour l'identifier. Il lui a tiré dessus aussi, puis s'est tenu dans l'obscurité en se demandant que faire ensuite. Il avait tué 2 personnes innocentes pour de l'argent qu'ils n'avaient même pas sur eux. L'argent liquide. David et Katie n'avaient que 23 $ pour les petits achats. Marcus avait détruit 2 vies et a ruiné le sien pour moins de 25 $. Mais le meurtre n'était que le début de ce crime. Marcus a passé les 3 jours suivants à déplacer des preuves à travers la grotte système. Il a démonté le buggy pièce par pièce, l'a brisé avec des outils et dispersé les morceaux à travers plusieurs endroits. Il a même tué leur cheval pour éliminer les témoins de la planification, qui la façon dont il s'est efforcé de dissimuler ses crimes était presque aussi maléfique que les meurtres eux-mêmes. La dissimulation de Marcus Webb était élaborée. Et cruel, il a utilisé sa connaissance de la grotte système pour transporter des preuves à différents endroits pendant plusieurs semaines. Il a enterré les corps de David et Katie dans une partie reculée des grottes qu'il pensait ne jamais trouver. Il a dispersé des morceaux de leur buggy à travers 3 comtés, faisant croire qu'ils avaient voyagé dans des directions différentes. Il a même placé de faux indices pour tromperle. Enquêteurs ont trouvé un morceau de tissu bleu accroché à une branche d'arbre. Marcus avait arraché de la robe de Katie et l'avait placée là pour faire croire aux chercheurs qu'elle était passée par là. Les 2 empreintes de sabots près du ruisseau.
Marcus avait conduit le cheval là-bas avant de le tuer, créant de fausses preuves pendant 3 ans. Marcus a regardé la communauté Amish en deuil et les chercheurs ont cherché dans tous les mauvais endroits où il a assisté au service de prière et a même aidé aux recherches en faisant semblant de s'en soucier tout en sachant exactement ce qui se passait. Sa tromperie était enfin sur le point d'être révélée en août 1986. Détective Santos a arrêté Marcus Webb à son domicile. Elle avait suffisamment de preuves pour l'inculper avec un double meurtre, mais elle voulait des aveux pour aider à retrouver les corps de David et Katie, avec qui Marcus avait vécu culpabilité pendant 3 ans lorsque le détective Santos l'a confronté. Aux preuves qu'il s'est effondré et a tout avoué, il a conduit les enquêteurs à la chambre de la Grotto, il avait enterré David et Katie. Leurs corps ont été retrouvés exactement là où ils ont dit qu'ils seraient. La communauté Amish a finalement eu une conclusion. Mais cela est venu avec douleur dévastatrice. C'étaient des gens qui croyaient au pardon. Mais Marcus Webb avait testé cette fois jusqu'à ses limites. Il avait non seulement tué leurs enfants, mais les avait regardés souffrir pendant 3 ans d'eux. Ne pas savoir ce qui s'était passé, la confession a répondu à de nombreuses questions, mais elle en a soulevé d'autres. Comment quelqu'un pourrait-il, si des personnes de confiance commettent des actes aussi pervers? La communauté aurait besoin de temps pour guérir. Le procès de Marcus Webb pour cette trahison a commencé en février 1987. Accusation a présenté des preuves accablantes de sa culpabilité. La défense a essayé de soutenir que les meurtres étaient accidentels, que Marcus avait seulement l'intention de voler le couple et que la fusillade était involontaire, mais la dissimulation élaborée a prouvé le contraire. On ne passe pas des semaines à se cacher preuves et dispersion de faux indices. Si vous êtes innocent, la communauté Amish a assisté chaque jour au procès tranquillement, dans les derniers rangs. Ils ne cherchaient pas à se venger, mais ils voulaient justice. La mère de Katie, Sarah Miller, a témoigné des 3 années où elle ne savait pas ce qui était arrivé à sa fille. Le père de David a décrit les outils qu'il avait gardés prêts pour le retour de son fils. Leur dignité, tranquille face à de tels. Le mal a impressionné tout le monde dans la salle d'audience. Le procureur a appelé Marcus Webb Crime un acte de trahison ultime contre des personnes qui ne lui avaient montré que de la gentillesse. Le jury déciderait. Bientôt, son sort le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur toutes les accusations. Marcus Webb a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Harrison a qualifié cela de l'un des crimes les plus odieux. Dans l'histoire du comté de Lancaster, les familles Amish n'ont montré aucune émotion à la lecture du verdict auquel elles s'attendaient. Justice et justice fut rendue, mais leur véritable guérison viendrait plus tard. Loin de la salle d'audience après le procès, la communauté Amish a organisé une cérémonie commémorative pour David et Katie. Ils ont finalement été déposés de reposer dans le cimetière où ils avaient prévu de se marier. La tragédie avait mis à l'épreuve leur foi, mais ils ont renforcé leurs liens les uns avec les autres, ils ont appris que le mal existait dans le monde, mais ils ont également vu comment l'amour et une communauté peuvent survivre même aux pires circonstances. Cependant, l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Il y avait encore des secrets qui n'avaient pas été révélés au public pendant l'enquête. Le détective Santos a découvert quelque chose qui n'a jamais été révélé au public. Les autorités sont trouvé des preuves que Marcus Webb avait planifié des crimes similaires contre d'autres familles Amish dans sa maison des cartes indiquant les maisons des riches fermiers Amish dont il avait étudié les habitudes et appris lorsqu'ils voyageaient seuls et identifiant les meilleurs endroits pour leur tendre une embuscade. David et Katie n'étaient pas des victimes aléatoires. Ils étaient les premiers de marquisibles dans ce qui aurait pu être une série de vols et de meurtres que la police a trouvé liste de familles Amish avec des notes sur leur argent, leurs habitudes de voyage et leur vulnérabilité. Marcus avait prévu de devenir un tueur en série du peuple Amish en utilisant leur confiance et leur nature pacifique. Contre les autorités ont décidé de ne pas divulguer ces informations pour protéger la communauté d'un traumatisme supplémentaire.
Mais leurs preuves ont été enfermées dans des dossiers en attendant que quelqu'un découvre toute l'étendue des plans diaboliques de Marcus Webb. Détective Santos a estimé que Marcus Webb prévoyait de voler et de tuer au moins 6 autres familles amish. Ses notices a montré une surveillance détaillée de leurs propriétés et de leur routine quotidienne. Il avait identifié les familles qui vivaient dans zones isolées et itinéraires prévisibles parcourus. Le plan était systématique, et Marcus, terrifiant, avait l'intention d'utiliser la même méthode à chaque fois pour leur tendre une embuscade d'ess. Route solitaire les forcent à se rendre dans des endroits reculés pour voler leur argent, puis les tuer pour éliminer les témoins qu'il avait même préparé plusieurs cachettes dans tout le système de grottes pour se débarrasser des corps, et prouver le meurtre de David et Katie était censé être son premier succès suivi de plus d'attaques. Heureusement, dans les mois qui ont suivi, l'enquête approfondie déclenchée par leur disparition a permis d'attraper Marcus avant-il pourrait tuer à nouveau. Les autorités ont gardé cette information secrète pour protéger la tranquillité d'esprit de la communauté. Ils ne voulaient pas que les familles amish vivent dans la peur d'un mal qui avait été arrêté par la loi. Les forces de l'ordre ont pris la décision difficile de garder secret les projets plus vastes de Marcus Webb. La communauté amish avait déjà subi suffisamment de traumatisme suite au meurtre de David et Katie, en apprenant qu'ils avaient tous été les cibles potentielles, pourraient avoir changé complètement leur mode de vie. Les Amish valorisent la confiance, l'ouverture d'esprit et l'entraide envers les étrangers. Ils savaient que Marcus avait prévu d'utiliser ces valeurs contre eux, ils auraient pu devenir méfiants et fermés du monde extérieur. Le détective Santos et le shérif Bradley ont décidé que protéger la foi et le mode de vie de la communauté était plus important que de révéler tous les détails de l'affaire. Les preuves ont été préservées et documentées, mais elles ont été classées comme sensibles. Seules les familles immédiates et les dirigeants de la communauté ont été informés des projets plus vastes de Marcus. Cette décision serait plus tard être critiquée par certains, mais à l'époque, cela semblait être le bon choix, faire en sorte que la communauté guérisse, et c'est ce qui comptait le plus au fil des ans suite à la condamnation de Marcus Webb. La communauté amish s'est lentement remise de la tragédie. Les familles de David et Katie ont trouvé des moyens d'honorer leur mémoire, tout en déménageant avancé dans leur vie la mère de Katie. Sarah Miller a créé un fonds de bourse d'études pour aider les jeunes couples amish à démarrer leur vie de couple. Père de Davida fait don des outils de son fils à des jeunes hommes qui ne pouvaient pas se permettre les leurs dans la communauté, construit un petit jardin commémoratif, là où David et Katie avaient prévu de construire leur maison. Il est devenu un lieu de calme réflexion et prière. La tragédie avait changé la communauté, mais elle n'avait pas, même brisé dans leur esprit, ils ont quand même aidé des étrangers et ont fait confiance au plan de Dieu. Lorsque ce plan était difficile à comprendre, Marcus Webb est resté en prison pour purger sa condamnation à perpétuité. Il n'a jamais montré de remords pour ses crimes, affirmant qu'il était désespéré et n'avait pas le choix. Mais les familles de ses victimes ont trouvé la paix grâce à leur foi, et leur communauté soutiennent David et Katie. Les dossiers de l'affaire Schwartz ont été conservés dans les archives du département du shérif du comté de Lancaster. Le détective Santos a pris sa retraite en 1995, mais elle a conservé des copies de toutes les preuves, y compris les informations secrètes sur les projets plus vastes de Marcus Webb. Elle croyait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de savoir la vérité complète sur ce qui avait été empêché en 2003 par un auteur de romans policiers. Jennifer Hayes a contacté le détective Santos pour écrire un livre sur l'affaire. La détective Santos était réticente au début, mais elle a finalement accepté de partager certaines des informations scellées que l'écrivain avait choqué d'apprendre les plans de tueurs en série de Marcus Webb. Elle a demandé pourquoi l'information n'avait pas été rendue publique 20 ans plus tôt. Le détective Santos a expliqué le raisonnement, mais elle a admis que les temps avaient changé. Peut-être était-il temps que la vérité soit révélée dans son intégralité. La communauté était désormais plus forte et pouvait gérer le fait de savoir à quel point elle avait été proche d'une tragédie bien plus grande.
Jennifer Hayes, après avoir passé 2 ans à faire des recherches sur l'affaire et à interroger toutes les personnes impliquées, elle a découvert des preuves supplémentaires qui avaient été négligées ou minimisées dans l'enquête initiale avec laquelle Marcus Webb avait été en contact d'autres criminels spécialisés dans le vol des communautés rurales. Il faisait partie d'un réseau informel de personnes qui-familles, isolées, ciblées à travers la Pennsylvanie et l'Ohio. Le réseau a partagé des informations sur les victimes potentielles et les techniques de vol réussies de Marcus avait prévu de partager ces renseignements sur la communauté Amish avec d'autres criminels, ce qui pourrait mettre des centaines de personnes en danger. Des familles à risque, ce réseau n'a jamais été complètement étudié car les autorités se sont concentrées sur Marcus en tant que cas isolé tueur de loups, mais Jennifer Hayes a trouvé des preuves suggérant une plus grande conspiration. Ces recherches ont révélé que d'autres communautés Amish dans les États voisins avaient vécu des histoires similaires non résolues disparitions au cours de la même période. Étaient-elles liées au réseau de Marcus Webb? Les preuves étaient circonstancielles mais inquiétantes. Il y a peut-être eu plus de victimes que quiconque ne le pensait. Jennifer Hayes a compilé une liste des 15 cas non résolus impliquant des familles Amish ou Mennonites à travers la Pennsylvanie, Ohio et Indiana entre 1980 et 1985. Le cas ont montré des schémas similaires à la disparition de David et Katie, jeune couple, voyageant seul véhicule, retrouvés détruits ou abandonnés, et des enquêtes qui n'ont mené à rien. Certaines familles ont été retrouvées assassinées, d'autres avaient tout simplement disparu sans laisser de traces. Les cas étaient répartis dans différents États et juridictions, donc personne n'avait à connecter avant que Hayes ne contacte les forces de l'ordre dans chaque zone. Et les apartages conclusions ont amené plusieurs détectives à s'intéresser à la réouverture de leurs affaires non résolues sur la base des nouvelles informations qu'ils ont commencé à collecter. Partageant des preuves et recherchant des liens avec le réseau de Marcus Webb, l'enquête a révélé que la criminalité rurale et les réseaux étaient plus sophistiqués que quiconque ne l'avait imaginé. Ils utilisaient l'isolation et la confiance envers leurs victimes, tout comme Marcus avait fait. Toute la gamme de la conspiration était encore découverte des décennies après les crimes initiaux. Par les tests ADN et les bases de données informatiques ont considérablement progressé depuis 2005. Les enquêteurs des affaires non résolues des années 1980 ont commencé à réexaminer les preuves provenant des affaires connexes.ca en utilisant des techniques médico-légales modernes. Ils ont trouvé des correspondances ADN qui reliaient. Plusieurs des cas non résolus concernent des criminels connus. Certains de ces criminels avaient été associés à Marcus Webb pendant sa série de crimes. En planifiant le réseau a été lentement révélé 20 ans après. En fait, pendant ce temps, Marcus Webb était resté en prison, refusant de coopérer avec. Les enquêteurs ont affirmé qu'il avait agi seul et qu'il ne savait rien des autres crimes, à part les relevés téléphoniques des années 1980 récemment numérisés, ont montré des appels entre Marcus et plusieurs des membres suspects du réseau. Les preuves étaient bâtiments pour une conspiration criminelle bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. L'affaire David et Katie Schwartz n'était pas seulement un double meurtre. C'était la pointe d'un iceberg qui avait caché un réseau criminel multi-étatique ciblant des religieux pacifiques, communautés pendant des décennies. Alors que l'enquête élargissait, les familles d'autres victimes ont commencé à se manifester, affirmant qu'elles avaient vécu avec des questions sans réponse pendant des décennies, sans jamais savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Emma Stultz, originaire de l'Ohio, avait perdu son frère et sa belle-sœur en 1984. Leur buggy a été retrouvé brûlé dans un champ, mais leurs corps n'ont jamais été retrouvés. John Yoder de l'Indiana avait perdu sa fille, Edson Marie, en 1982. Ils avaient disparu alors qu'ils se rendaient à un mariage et n'ont jamais été revus. La famille avait sa propre histoire de perte et de questions sans réponse, mais maintenant, avec de nouvelles preuves reliant les cas,
Ils avaient enfin l'espoir d'obtenir des réponses. Les familles se sont formées sur un groupe de soutien partageant leurs expériences et travaillant avec les enquêteurs pour résoudre les affaires non résolues. Ils ne cherchèrent pas à se venger en suivant leur tradition religieuse amish, mais ils voulaient justice et clôturent leurs forces tranquilles et leur dignité ont impressionné tous ceux qui les ont rencontrés eux. C'étaient des gens qui avaient souffert en silence pendant des décennies, mais qui n'avaient jamais ont perdu la foi. En 2007, le détective Santos, désormais à la retraite, a décidé de la briser. Silence sur les preuves scellées dans l'affaire David et Katie Schwartz, elle a estimé que la protection de la communauté l'innocence était moins importante que d'attraper plus de criminels et de résoudre plus d'affaires. A-t-elle fourni à Jennifer Hayes les dossiers complets, y compris les plans détaillés de Marcus Webb et ses liens avec d'autres criminels? L'information était explosive. Marcus avait prévu de voler 12 Amish familles sur plus de 2 ans. Il avait des cartes, des horaires et des notes détaillées sur chacune raison des vulnérabilités de sa famille. Il avait également été en contact avec au moins 6 autres criminels qui préparaient des actions similaires. Crimes commis dans d'autres États, les preuves suggéraient un effort coordonné pour voler et assassiner systématiquement les Amish familles à travers le Midwest. Le détective Santos se sentait coupable de garder cela information gardée secrète pendant si longtemps qu'elle se demandait combien d'autres familles auraient pu être sauvées si l'enquête avait été menée. Les autorités avaient découvert que Marcus Webb prévoyait de devenir un tueur en série, tueur de familles amish, mais ils ont gardé cette information secrète pour protéger communauté. Les preuves ont montré que David et Katie étaient censés être les premières victimes d'une série de vols planifiés. Les meurtres. Marcus avait des dossiers détaillés sur plusieurs familles, y compris leur quotidien habitude de déplacement, et les endroits où il gardait l'argent qu'il avait préparé plusieurs cachettes pour les corps et les preuves dans tout le système de grottes. Les autorités ont décidé que révéler cette information terrifierait la communauté amish et changerait leur confiance dans leur mode de vie paisible. Ils ont fait le choix difficile de garder les preuves scellées, même si cela pourrait-on aider à résoudre d'autres cas. La décision a protégé l'innocence de la communauté, mais elle a peut-être coûté cher à d'autres familles leur vie dans les États voisins. En 2008. Les enquêteurs avaient établi un lien le réseau de Marcus Webb impliqué dans au moins 8 autres meurtres et 12 disparitions dans 4 États. Le coût de garder secret son plan plus vaste devenait de plus en plus élevé. Clair que tandis que la communauté amish du comté de Lancaster avait été protégée de traumatismes supplémentaires, d'autres communautés continueraient à souffrir si le réseau de Marcus avait été exposé immédiatement. L'application de la loi aurait pu empêcher bon nombre de ces crimes. Les familles d'autres, les victimes se sont senties trahies lorsqu'elles ont appris l'existence des preuves scellées. Elles ont compris le désir de protéger les communautés amish, mais ils ont fait valoir que leur propre famille méritait également d'être protégée face aux dilemmes éthiques entourant l'affaire est devenu un sujet de débat dans les milieux chargés de l'application de la loi. Quand est-il acceptable de retenir des preuves pour protéger une communauté, même si cela pouvait mettre d'autres communautés en danger? Il n'y avait pas de réponse facile. La décision avait du sens en 1986, mais elle semblait différente. 20 ans plus tard, avec le recul et de nouvelles preuves en 2009, face à de nouvelles accusations sans rapport avec les autres affaires liées, Marcus Webb a finalement accepté de parler à les enquêteurs, ont déclaré qu'il purgeait déjà une peine de prison à vie. Il n'avait donc rien à perdre. Qu'il a révélé était encore pire que ce que les enquêteurs avaient imaginé que le réseau criminel opérait depuis fin des années 1970, ciblant non seulement les familles amish, mais aussi d'autres zones rurales isolées communautés où ils avaient tué au moins 30 personnes dans 6 États, a déclaré Marcus. Il a nommé des lieux et donné des détails sur des crimes qui n'avaient jamais été résolus, et il a dessiné des cartes scènes montrant où les corps ont été enterrés et où les preuves ont été cachées. Ses aveux ont aidé
à résoudre des dizaines d'affaires non résolues, mais a également révélé la véritable ampleur du mal qui opérait au cœur de l'Amérique, le réseau ayant spécifiquement ciblé les communautés religieuses parce qu'elles avaient confiance en l'argent liquide et vivaient dans des zones isolées. Marcus n'était qu'une petite partie d'un groupe beaucoup plus grand et plus le détective. Santos, membre d'une organisation criminelle terrifiante, bien que retraité, était invité à participer à l'interrogatoire final de Marcus Webb. Elle voulait lui poser une question qui la hantait pendant des décennies. Pourquoi avait-il choisi David et Katie spécifiquement? Sa réponse était effrayante dans sa simplicité. Il les avait vus ce matin-là au magasin général acheter des provisions et payer en espèces SIL, avec l'air jeune, innocent et confiant. Ils étaient des victimes parfaites pour sa première meurtre. Planifié, Marcus n'a montré aucun remords, même après 26 ans de prison. Il a parlé à propos de David et Katie, comme s'ils étaient des objets et non des êtres humains avec des familles qui les aimaient. Le détective Santos a quitté les interrogatoires se sentant malade mais satisfaite d'avoir enfin eu une conclusion complète sur l'affaire qui avait défini sa carrière. Le mal était contenu, le réseau était exposé et justice avait été rendue, mais elle savait que les familles de David et Katie porteraient leur douleur pour toujours, même avec toutes les réponses enfin révélées. Des corps ont été retrouvés dans le système de grottes où Marcus Webb les avait enterrés, après les meurtres dans lesquels ils ont été enterrés le cimetière Amish du comté de Lancaster, à l'endroit où ils avaient prévu d'être mariés. Mais leur histoire ne s'est pas terminée avec leur enterrement, David et Katie Schwartzla. Fondation commémorative a été créée pour aider d'autres familles de victimes d'actes criminels trouver la paix et la guérison. Leur mort tragique avait révélé un réseau criminel qui a été arrêté avant qu'ils ne puissent tuer des dizaines d'autres personnes innocentes. D'une manière ou d'une autre, leur sacrifice a sauvé d'innombrables autres vies, la communauté Amish. Croit que Dieu peut faire sortir le bien même du pire l'héritage du maléfique David. Et Katie est devenue un héritage de protection et de prévention, aidant d'autres familles évite la même tragédie. Leur histoire d'amour interrompue par la violence était devenue une force pour la justice et la guérison. Aujourd'hui, l'affaire David et Katie Schwartz est étudiée en droit l'application de la loi comme exemple de la manière dont les crimes locaux peuvent être liés à des réseaux criminels plus vastes. Leur histoire a changé la façon dont la police enquête sur les cas de personnes disparues dans les communautés rurales. Elle a également mis en évidence l'importance de partager des informations entre différentes juridictions et non gardant les preuves secrètes, même avec de bonnes intentions. La communauté Amish du comté de Lancaster se souvient encore de David et Katie, avec amour et respect, leur jardin commémoratif fleurit chaque printemps avec fleurs plantées par des membres de la communauté qui n'ont jamais oublié leur histoire. L'affaire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière de visages familiers et des sourires amicaux. Mais cela nous montre aussi que l'amour, la communauté et la foi, peut survivre même aux pires tragédies, l'étreinte finale de David et Katie avant la disparition de leur buggy dans la campagne de Pennsylvanie n'était pas vraiment leur dernier adieu. Leurs souvenirs perdurent. Dans les vies qu'ils ont sauvées et la justice qu'ils ont contribué à apporter à d'autres familles, certaines histoires se terminent par la mort, mais les meilleures. Continuez avec l'amour qui ne meurt jamais. Le cas. Obsédant de David et Katie Schwartzrest, l'une des histoires de personnes disparues les plus effrayantes d'Amérique, un véritable crime mystère qui s'est transformé d'une simple disparition en une affaire non résolue exposant un réseau criminel terrifiant, ce couple Amish disparu en 1983, l'histoire le démontre, comment l'enquête sur une seule personne disparue peut révéler des mystères non résolus, couvrant plusieurs états de ça, commencé avec deux jeunes gens qui ont disparu sans laisser de traces, est devenu une histoire de personnes disparues, pleine de suspense, qui les enquêteurs du couple disparu n'oublieront. Jamais la disparition du couple Amish l'histoire nous rappelle brutalement que des disparitions mystérieuses peuvent se cacher de vérités plus sombres. Leur mystère de la vie réelle prouve que même dans les communautés pacifiques, les cas de personnes disparues non résolues peuvent révéler
Des scénarios de disparition amish inquiétants qui remettent en question notre compréhension de la criminalité rurale. Cette véritable histoire de disparition criminelle continue captiver ceux qui sont fascinés par les cas célèbres de personnes disparues et les véritables affaires non résolues mystères qui ont façonné les techniques d'enquête modernes